Alors voilà, on passe à la deuxième panéliste qui va réagir ou compléter ce que M. Duprat nous disait, Mélanie Baudouin, qui, avec un bac en droit de l'Université Laval et une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, elle travaille maintenant en environnement depuis plus de 15 ans. Depuis 2010, elle fait partie de l'équipe Changement climatique à l'Institut national de santé publique du Québec. Elle s'intéresse particulièrement à la lutte contre les îlots de chaleur urbains et aux bénéfices des espaces verts sur la santé. Elle s'occupe également de ComClimat, une communauté de pratiques francophones en adaptation santé au changement climatique, et de Mon Climat, Ma Santé, un site web d'information dédié à l'adaptation santé au changement climatique. Madame Baudouin, on vous écoute. Alors, je tâcherai de mettre un petit peu de lumière. Je vais essayer de me donner ça comme défi, d'être un petit peu, peut-être moins sombre, mais c'est pas vrai, c'était vraiment intéressant. Je me sens même un peu nerveuse de passer après deux si bons orateurs avec des présentations aussi intéressantes. Donc, végétaliser les villes, quel est le lien avec la santé? Pourquoi est-ce que moi, de l'Institut national de santé publique, je suis aujourd'hui avec vous à parler d'arbres en ville? Alors, on l'a vu tout à l'heure avec M. Duprat, les fonctions physiques des végétaux, ils sont documentés, ils ont été étudiés. On sait que c'est une source d'oxygène, on sait qu'ils filtrent les polluants, qu'ils aident à la gestion des eaux de pluie. On connaît de plus en plus, depuis les 15 dernières années, la recrudescence des études en matière de santé et d'effets et d'espaces verts sont de plus en plus grandes. Alors, on a la réduction de la chaleur, la réduction des rayons UV, la réduction des symptômes de maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Alors, maintenant, quelles interventions est-ce qu'on peut poser pour la santé publique, pour aider la santé publique? Donc, je vous explique un petit peu le contexte dans lequel l'Institut national de santé publique s'est inscrit dans cette dynamique-là. Tout a commencé pour nous, c'est une petite histoire que je vous raconte, avec le plan d'action au changement climatique 2006-2012, alors que le gouvernement a clairement ciblé la lutte contre les îlots de chaleur urbains comme étant une des priorités du plan d'action, une des actions sur lesquelles il voulait absolument travailler. Et c'est là qu'on a eu le mandat de mettre en place des actions pour prévenir la création de nouveaux îlots de chaleur et plutôt créer des îlots de fraîcheur. Alors, les îlots de chaleur urbains, qu'est-ce que c'est? M. Duprat en a parlé tout à l'heure. Je ne ferai pas une longue démonstration, surtout qu'avec 10 minutes, je vais vous parler de choses plus intéressantes. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce graphique, c'est de constater que dans un milieu urbain, la température, en fait, vous avez deux lignes, la ligne pleine est la température de surface, alors que la ligne pointillée est la température de l'air. Donc, vous voyez, la ligne orangée est la température de jour, la ligne bleue est la température de nuit. Lorsque la nuit tombe, généralement, on a plus de fraîcheur. En centre-ville, en îlot de chaleur, ce qui se passe, c'est que l'air ne se rafraîchit pas. Donc, le bénéfice de la nuit qui vient apaiser un petit peu les citoyens, on ne le retrouve plus en îlot de chaleur. Alors, qu'est-ce qui cause les îlots de chaleur? Bien sûr, chaque ville a sa propre dynamique, ses vents, son humidité, mais les îlots de chaleur sont beaucoup causés par les actions anthropiques. Donc, la façon dont on a construit nos villes. On a construit nos rues en canyon qui empêchent le vent de venir créer de la circulation d'air. On a aussi beaucoup construit nos villes avec des matériaux foncés qui emmagasinent la chaleur et qui, justement, la relâchent la nuit. Donc, la raison pour laquelle les nuits demeurent chaudes, c'est que les matériaux ont emmagasiné la chaleur pendant la nuit et la relâchent, ont emmagasiné pendant le jour et la relâchent pendant la nuit. Donc, voilà, principale cause. Et ça ne s'améliorera pas. Comme le démontre une étude, le nombre de jours au-dessus de 30 degrés va doubler ou tripler d'ici 30 ans par rapport à 1961-2000, donc pour 8 grandes villes canadiennes. Donc, les changements climatiques sont installés déjà et puis ça va aller en s'empirant. Malheureusement. Je vous ai dit que j'allais vous apporter de la lumière. Inquiétez-vous pas. Alors, la chaleur, les impacts de la chaleur sur la santé, mais ça va du coup de chaleur, le simple coup de chaleur qui peut causer quand même un décès, mais ça va surtout exacerber les symptômes des gens qui sont déjà malades, les gens qui souffrent de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques, par exemple. Et puis, qui est-ce que ça va attaquer? Bien, ça va attaquer nos populations vulnérables, qui sont représentées ici, les très jeunes enfants, les travailleurs d'extérieur, les sportifs de haut niveau qui s'entraînent à l'extérieur, les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, mais surtout les personnes âgées qui vont doubler, pardonnez-moi, d'ici 2051. Une autre caractéristique des populations vulnérables, c'est les populations à faible revenu.
Et puis, vous avez une carte ici de la ville de Québec où on a superposé les îlots de chaleur qui sont en rouge aux endroits où il se trouvent les populations plus défavorisées. Et puis, vous voyez que souvent, les populations défavorisées habitent en îlots de chaleur. Donc, les espaces verts et la santé ont des bénéfices qui ont été démontrés. Donc, je le disais un petit peu tout à l'heure, l'amélioration de la santé, autant la santé perçue. On a demandé aux gens, est-ce que lorsque vous vous baladez en forêt, vous vous sentez mieux? Les gens ont dit oui. Selon le dossier médical également, on a contacté des médecins selon certaines études, et puis le dossier médical des personnes est plus intéressant, s'améliore en espace vert, oui. Il y a une diminution de la mortalité également qui est notée. On parle d'un meilleur niveau d'activité physique. On le disait tout à l'heure, lorsqu'on crée des corridors, mais on peut se promener à vélo, on peut se promener à pied. C'est plus, ça encourage plus l'activité physique. Une réduction du stress qui a été démontrée et aussi une amélioration de la cohésion sociale. Donc, nous, ce qu'on a fait à l'Institut, avec les sommes qui nous étaient octroyées par le Fonds vert, oui, on a demandé à des OBNL de venir nous donner un coup de main, des OBNL, des municipalités, des commissions scolaires, pour créer des projets de lutte contre les îlots de chaleur. Et c'est certains de ces projets que je veux vous présenter, certains projets qui apportent un peu de lumière. Alors, le premier projet s'appelle La Voisinerie. C'est un projet qui est situé à Montréal-Nord. Donc, on est vraiment en milieu très défavorisé. Îlots de chaleur, que je vous raconte brièvement, c'était des immeubles qui avaient été pris par le crime organisé. Il ne restait que 6 locataires lorsque la police a fait une descente. Le reste, c'était prostitution, drogue. Et puis, il y a un organisme qui a repris ces immeubles-là. Beaucoup d'immigrants qui sont venus s'installer. Et puis, population défavorisée, on a un grand stationnement. Qu'est-ce qu'on fait avec un grand stationnement alors que les gens n'ont même pas de voiture? Alors, ce qu'on en a fait, on a enlevé la moitié du stationnement, on a enlevé l'asphalte, on a planté des arbres, on a créé un grand jardin pour les populations qui habitaient là. Et puis, l'an dernier, pour une première fois, ils ont même été en mesure de vendre une partie de leur production, tellement ils avaient produit. Un autre projet intéressant, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, les écoles Notre-Dame du Sacré-Cœur et Marguerite-Bourgeois. En fait, l'école Marguerite-Bourgeois est une école secondaire. La photo a été prise sur le toit de l'école. Et là, c'est les cours d'école. Les 2 cours d'école que vous voyez là, bien asphaltés, comme toutes nos bonnes cours d'école peuvent l'être. Ce sont des élèves de secondaire 2 qui ont initié le projet. Alors, c'est dans un de leurs cours à l'école. Ils ont dit, nous, le projet qu'on aimerait réaliser, c'est de rénover notre cours d'école parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens d'aller jouer là-dedans. Alors, ils ont eux-mêmes monté leur demande de subvention. Ils sont allés cogner aux portes des entreprises autour pour être capables d'amasser la somme qui leur était demandée. Et puis, en est résulté 2 nouvelles cours d'école. Donc, l'asphalte a été enlevé. On a semé du gazon, on a planté des arbres. Il y a des revêtements plus clairs, donc qui emmagasinent moins de chaleur, qui ont été installés. Donc, les enfants, maintenant, en fait, ne serait-ce que juste les élèves de l'école secondaire qui peuvent sortir pendant leur pause, plutôt que de rester à l'intérieur ou d'aller se chauffer sur le stationnement des professeurs. Prochain projet, moi j'aime bien les écoles, les projets d'école j'aime bien. C'est l'école Cœur-Vaillant qui est située ici dans la pointe de Sainte-Foy. Vous pouvez la voir, c'est le petit point rouge. Donc on est dans un endroit assez cosmopolite. On a aussi le confluent des autoroutes qui arrivent, donc qui crée une pollution de l'air assez importante également. C'est l'organisme Vivre en Ville qui a réalisé le projet. Donc vous avez une image présentement de la cour d'école telle qu'elle était avant le projet. Donc, encore une fois, un beau gros îlot de chaleur, quelques arbres autour. Et on l'a réaménagé, changé les surfaces. On a créé un grand terrain de soccer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'équipe de Vivre en Ville s'est dit, mais on va créer un terrain de soccer, mais les filles, des fois, ils n'aiment pas ça, jouer au soccer, ça leur tente pas. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Les filles, ils aiment ça placoter. On va faire un sentier autour du terrain de soccer pour que les filles aillent se promener, aillent placoter. On a planté des arbres, vous pardonnerez tous les amateurs ici, j'ai toujours de la misère un peu, des ginkgo biloba. Merci de confirmer. Donc, ils étaient là à l'époque des dinosaures, donc pour essayer d'attirer les jeunes garçons, de leur donner envie de prendre soin de ces arbres-là. Donc, on est allé vraiment chercher la fibre aventurière des garçons pour les intéresser à ce projet.
Un dernier projet dont je vais vous partager, c'est la Maison de l'enfance, qui est aussi à Montréal. C'est un projet qui, en fait, ils ont simplement c'est un vieux bâtiment désaffecté qui a été déconstruit pour en créer la Maison de l'enfance, oui, dans lequel il y a une garderie, il y a un centre de pédiatrie sociale. On a remplacé le vieux bâtiment par des nouveaux, mais on a aussi mis sur le toit des jardins. Oups! Voilà, des jardins où les jeunes de la garderie peuvent aller faire un petit peu d'agriculture avec les résidents de la résidence de personnes âgées qui est située juste à côté. Donc, on vient mélanger les générations en plus. Donc, on crée un lien social qui est intéressant. Donc, grâce à cette quarantaine de projets qui ont été réalisés, il y a plus de 3000 arbres qui ont été plantés, 26 000 arbustes grimpantes et vivaces qui ont été plantés, 600 mètres carrés de toiture verte, plus de 1500 bacs d'agriculture urbaine installés. Une statistique que j'aime aussi donner, c'est 40 000 mètres carrés d'asphalte qui a été enlevé, qui représente 7 terrains de football. Et on a beaucoup réalisé l'éco-bénéfice de ces projets-là. Donc, une revitalisation des quartiers, une réinsertion des jeunes, parce que souvent, les jeunes ont été embauchés pour planter les arbres, pour enlever l'asphalte, pour... une réduction des déchets dans les cours. Un lieu rassembleur qui est utilisé par les populations vulnérables parce que, oui, c'est bien de créer ces projets-là, mais encore faut-il que les gens les utilisent. On crée des îlots de fraîcheur, faut-il que les gens se rendent et puis en profitent. Une solidarité sociale aussi qui s'est créée, de saines habitudes de vie qui ont été encouragées et une sécurité alimentaire. Et maintenant, il y a le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. On a encouragé 2 gros projets, un projet à Montréal et un projet à Québec qui s'appelle Milieu de vie en santé. C'est un regroupement d'organismes sans but lucratif qui porte le projet, qui est lui-même géré par Nature Québec, qui a été lancé le 21 avril dernier. Ça vise le territoire de la CMQ et ils se sont dotés de 3 axes. Le premier axe, c'est de faire un état des lieux, de refaire la cartographie des îlots de chaleur dans la ville de Québec et de se doter d'une vision 2020-2030 de l'aménagement du territoire. Le second axe, c'est un axe de mobilisation, de développer des outils pour guider, pour aider les promoteurs immobiliers, autant que les municipalités, dans leur réaménagement, leur végétalisation. Et puis, l'axe C, c'est d'accompagner les collectivités dans la conception et la réalisation de projets, que ce soit en milieu hospitalier, que ce soit avec la municipalité, avec les intervenants, les citoyens. Alors, je vous invite à visiter leur site web, Mon milieu de vie en santé. En conclusion, les espaces verts non seulement sont très importants, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est essentiel. C'est pas un luxe, effectivement. Et puis, ça a plus d'impact dans les quartiers défavorisés. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Beaudoin. Alors, très belle démonstration, là encore, des impacts positifs à la fois pour les individus en termes de santé, de bien-être et pour les collectivités. Donc, de multiplier les espaces verts et les réseaux de forêts urbaines, par exemple. Alors,